merci. Non, il n'y a pas de transport intérieur là. Monsieur Kourish, bonsoir. Madame Foudet, bonsoir. 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 Honorable assistance, nos amis inscrits à ce troisième webinaire de l'INT dédié au rôle du partenaire social dans l'entreprise durant la pandémie Covid-19. Donc, nous avons quand même plus de 150 participants à ce webinaire. Donc, avant de commencer, je tiens quand même à remercier nos amis d'Emploatique, à leur tête le PDG, M. Jaffa, pour cette collaboration. Ami Ranmi Walid, directeur général de Legal Doctrine, qui nous rejoint et va nous accompagner durant tout ce cycle de webinaire. Donc, l'ensemble des intervenants, Madame Fouded, Monsieur Kourish, Monsieur Kinan, je vous donne la parole tout à l'heure pour faire une petite présentation, chacun en ce qui le concerne, et on engagera immédiatement donc, celles et tous ceux qui se sont inscrits pour la participation à ce webinaire. Voilà, donc sans tarder, je céderai la parole à Madame Fouded. Je vous invite à être, honneur aux dames, à être la modératrice de ce webinaire. Donc, à vous la parole. Merci, Monsieur Didi. Bonjour, Monsieur Kourish. Bonjour, toutes les personnes qui sont connectées. Aujourd'hui, donc, le thème que nous allons traiter est relatif donc, au rôle du partenaire social dans l'entreprise dans le cadre du Covid-19. Donc, et les questions qui vont se poser, la problématique, du moins, elle se situe à deux niveaux d'abord. D'abord, à la reprise aujourd'hui, que faut-il faire dans le cadre de la reprise progressive des différentes activités dans l'entreprise. Et le deuxième élément, c'est un peu l'anticipation, que faire l'après-Covid. L'après-Covid avec toutes les problématiques qui vont se poser, notamment sur le plan socio-économique, sur le plan des activités, et plus particulièrement pour les PME et TPE. Donc ça, c'est un peu les deux premières problématiques. Les autres problématiques, c'est quel va être le rôle des différents partenaires sociaux, les employeurs, les syndicats, les délégués du personnel au plan interne, et au plan externe, le rôle des inspections du travail notamment, parce qu'elles peuvent apporter comme assistance. Comment vont intervenir pour protéger les salariés, à la fois sur le plan de l'emploi et sur le plan donc de la santé, donc pour éviter les risques sanitaires. C'est un peu toutes les questions aujourd'hui qui vont se poser. Et pour un peu définir l'ancrage à la fois juridique et managérial, nous allons donner donc la parole à Monsieur Kourish sur le plan du juridique, donc quel est son point de vue par rapport à ces questions, et il va développer donc ses positions. Et j'espère qu'entre-temps, Monsieur donc Kinan va nous rejoindre pour également donner son point de vue. Donc juste pour rappel, Monsieur Kourish est un universitaire, donc il est spécialisé en droit du travail, et donc il est professeur à l'université. Monsieur Kinan, quant à lui, donc est responsable régional, donc directeur régional au niveau de Annaba, au niveau de l'inspection du travail. Et je donne la parole sans plus tarder à Monsieur Kourish. Oui, Massa al-Khair, Sayyidati wa Sadati, et aussi mes chers collègues et amis. Évidemment, je regrette que notre ami Rachid Kinan ne puisse pas démarrer avec nous ce webinaire à son début. J'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre parce qu'il était pressenti pour un rôle essentiel dans ces discussions. Alors, je commencerai par dire que apparemment mon amie Madame Foudette fait partie des optimistes puisqu'elle parle de l'après-Covid, tout en sachant que l'après-Covid, c'est toujours le Covid pour l'instant, n'est-ce pas? Voilà.
Alors, j'ai bien entendu, Madame Foudet, ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas? Néanmoins, la situation étant ce qu'elle est, cette éventuelle ou en tout cas possible reprise du travail est appelée à se faire, malheureusement, alors qu'on est plus menacé que jamais, justement, par le Covid. Puisque les chiffres en attestent chaque jour. Alors, de quoi s'agit-il? Puisque vous parliez d'ancrage, où en sommes-nous aujourd'hui? Après une succession de décrets exécutifs dont certaines dispositions ont, comme chacun le sait, impacté l'entreprise, enfin, l'organisation du travail en entreprise et les relations de travail. Pour ma part, je considère que aujourd'hui, ce que j'appelle le point à nouveau zéro serait ce décret exécutif 20-159, tout en sachant qu'il y a eu un décret il y a quelques jours, n'est-ce pas, mais qui n'est pas un impact essentiel sur les relations de travail. Pourquoi le décret exécutif 159? Eh bien, parce que c'est ce décret-là qui contient des dispositions qui énoncent que le fameux congé exceptionnel rémunéré d'au moins 50% des personnels des entreprises, à l'instar des institutions, administrations et administrations publiques, que cette mesure est levée, quoi. Avec une exception pour deux catégories de personnel qui sont en l'occurrence les femmes enceintes et les femmes, on n'a pas dit les parents, les femmes qui élèvent des enfants âgés de moins de 14 ans. Donc on en est là. Autrement dit que comment traduire ces dispositions? Bien, nous les traduisons en disant que désormais l'entreprise n'est plus tenue par cette mesure de mise en congé et qu'il lui est possible de reprendre son activité. Alors que la situation sanitaire n'a pas beaucoup changé. On peut même dire qu'elle s'est aggravée. Voilà. Et donc, si nous parlons du rôle des partenaires sociaux, ben, il s'agit d'emblée pour les partenaires sociaux de collaborer à la recherche de solutions sur les formes de reprise du travail, sur les conditions de reprise du travail dans les conditions actuelles. Et principalement, comment reprendre le travail en assurant ce qui est essentiel, c'est-à-dire la protection sanitaire des salariés. C'est ce qui est primordial. Et ensuite, il convient d'aviser entreprise par entreprise, parce qu'on le sait tous, les situations sont bien évidemment différentes, d'aviser qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que cette reprise puisse se faire. Comment protéger l'entreprise, comment protéger l'emploi, préserver l'emploi, dit le jargon juridique algérien, et comment préserver les revenus. Et c'est, me semble-t-il, de cela qu'il s'agit. Voilà. Madame Foudet? Oui, effectivement. Voilà. Donc, je m'en tiens à ça pour ne pas prendre plus de temps. Et j'aurais à revenir peut-être au cours de discussion sur tel ou tel aspect en particulier au gré de l'intervention des différentes questions de nos chers participants. D'accord. Donc, la question qui va se poser, bien sûr,
elle est étroitement liée dans la reprise des actions engagées à la fois par les commissions d'hygiène et sécurité, par les employeurs et avec l'assistance évidemment des partenaires sociaux au sens des délégués du personnel et des délégués syndicaux. Pardon? Oui, j'ai dit tout à fait, oui. Cela, oui. Ce que vous dites là, Madame Foudad, s'utile lorsqu'on parle de partenaires sociaux, de qui s'agit-il du côté des travailleurs? Tout à fait. Donc, la question qui va se poser, évidemment, c'est comment préserver la santé des salariés, quelles sont les conditions dans lesquelles les salariés vont travailler en fonction des types d'activités. Si on est dans une structure de service ou dans une structure industrielle, évidemment, ce n'est pas les mêmes actions qu'on va mener. Si on est dans une industrie machines-outils ou si on est dans une industrie entièrement automatisée, là également, les mesures à prendre ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est toutes ces questions-là qui vont se poser à l'entreprise pour engager un plan d'action, à la fois pour protéger la santé des salariés, mais aussi pour l'emploi. Pour l'emploi, c'est comment organiser le travail par rapport aux contraintes à la fois donc industrielles et techniques, j'allais dire, pour permettre que le travail s'organise correctement et toujours avec la logique de préservation de la santé des salariés, en tenant compte également des prescriptions qui ont été définies dans le cadre des dispositions donc, réglementaires, à savoir la distanciation sociale, le port du masque, les paillasses de désinfection, les gels hydroalcooliques, etc. Donc, c'est tout un ensemble de mesures, mais pour lesquelles on doit donner du contenu pour permettre que le travail s'organise dans un cadre, dans un cadre, disons, le plus serein possible. Je ne sais pas ce que vous pourriez ajouter, monsieur Kolesh. Oui, et moi, ce que j'ajoute dans ces propos préliminaires, c'est que puisqu'il s'agit principalement de ce qu'il est convenu d'appeler les partenaires sociaux, qu'il faut raison garder. Il faut raison garder, pourquoi? Parce que pour l'essentiel, n'est-ce pas? Pour l'essentiel, ces partenaires du côté des travailleurs, qu'ils soient les travailleurs salariés ou les agents publics, sont plutôt organisés en syndicats dans les entreprises publiques pour l'essentiel et dans les institutions et administrations publiques. On est bien d'accord. Tout à fait. Il en est de même si le partenaire social amené à être consulté sur telle ou telle mesure, sur tel ou tel dispositif en rapport avec notre sujet, serait, comme vous le disiez, Madame Foudad, le comité de participation. Ceux-là sont également plutôt organisés dans les entreprises publiques et encore, je ne suis pas sûr que c'est le cas de toutes les entreprises publiques, puisque certains continuaient à s'entêter à ne pas appliquer les dispositions de la loi en la matière depuis une trentaine d'années, n'est-ce pas? Et donc, se privent de cet instrument de collaboration avec les partenaires sociaux. Je le souligne, quoi. Et je le souligne en me posant la question de savoir qu'attendent les pouvoirs publics, et particulièrement donc le ministère du Travail et l'Inspection générale du travail, pour faire en sorte que la loi s'applique là où elle a vocation à s'appliquer. Alors, en dehors des entreprises publiques et de cette parenthèse, nous savons très bien, vous et moi, et les participants à ce webinaire, que pour l'essentiel, le tissu entrepreneurial algérien est constitué à 90% de petites et moyennes entreprises dont on n'est pas sûr du tout,
qui soit doté de ce qu'on appelle le partenaire social ou d'une représentation des travailleurs, c'est-à-dire que la loi ne s'applique pas Oui. dans ces secteurs-là. Donc, parler de partenaires sociaux en fait, ou de dialogue social revient pour l'heure en Algérie à en parler de façon relativement limitée à certaines entreprises en particulier, à certains secteurs en particulier. Et dans cette perspective, il y a du travail à faire. Et pour terminer, puisqu'il s'agit d'un webinaire pour l'essentiel sur le dialogue social en rapport avec la gestion de la situation créée par cette pandémie, je ne résiste pas à l'envie de dire que le dialogue social aurait déjà dû commencer il y a 3 ou 4 mois en amont. C'est-à-dire, lorsqu'on a décidé de certaines mesures dans des décrets exécutifs qui devaient impacter l'entreprise, notamment cette histoire de congé exceptionnel, de rémunération ou pas rémunération, de priorisation ou pas priorisation, et de tous les débats auxquels cela a donné lieu, c'est à ce moment que le gouvernement, ou en tout cas ceux qui sont spécialement intéressés dans ce gouvernement, auraient été bien inspirés de consulter le partenaire social et de mesurer déjà cet impact avant de formaliser juridiquement ces mesures. Alors évidemment, on pourra me dire, mais Monsieur Rorish, vous êtes un universitaire, vous n'avez pas les pieds dans la réalité, nous étions dans l'urgence, eh bien l'urgence n'est pas toujours bonne conseillère. On aurait très bien pu prendre quelques jours, on aurait très bien prendre une semaine pour se concerter déjà en amont. Aujourd'hui, nous en sommes à parler de concertation au sein des entreprises avec les insuffisances que je viens de relever d'emblée. Voilà, Madame Foudet. Merci beaucoup, Monsieur Rorish. Donc, bienvenue à Monsieur Kinan qui vient de nous rejoindre. Et ça tombe bien, puisqu'il y a un certain nombre de questions qui le concernent directement, puisque Monsieur Oussam Din Chenoufi nous pose la question suivante. Quel est le rôle de l'inspection du travail dans le cadre donc, du Covid? La seconde question concerne les partenaires sociaux. Donc, les partenaires sociaux, c'est M. Nadir Amari qui nous pose la question. Les partenaires sociaux ont-ils un droit d'audit, donc d'auditer les conditions sanitaires mises en place par l'employeur? L'employeur aurait-il une obligation de moyens, de résultats en matière de sécurisation des lieux de travail? Donc, ces deux questions, et ensuite, on va continuer sur les autres questions. Monsieur Kinan, vous pouvez répondre à... Oui. Merci, Madame Fougad. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que le rôle de l'inspection du travail dans le cadre de la prise en charge ou du pilotage de cette période de crise est un rôle du moins central. Il s'agit notamment de conditions de travail. Sachant que cette mission de contrôler les conditions de travail, effectivement, a été confiée de par les textes connus de 90 et bien avant, en particulier dans le secteur économique, au service de l'inspection du travail. Alors, depuis à partir du mois de février et mars, l'inspection générale du travail a mis en place un programme particulier spécifique qui s'accentue en particulier sur les actions d'assistance et de conseil. Effectivement, nous sommes en train donc d'aborder un sujet très sensible qui touche au rôle ou à la contribution du partenaire social, entre parenthèses, des syndicats de salariés représentatifs.
donc le rôle de ces organisations dans la prise en charge des priorités. Les priorités, bien entendu, c'est connu par toutes et tous, c'est la santé du travailleur. Les inspecteurs du travail, auxquels je rends hommage à l'occasion de ce webinaire, ont effectué des efforts considérables. Ils ont été sollicités au niveau local par les autorités locales, notamment par mesdames et messieurs les walis. L'inspection du travail a été impliquée dans l'ensemble des commissions locales mises en place en application des instructions de Monsieur le Premier ministre en particulier. Donc, il y a la commission présidée par mesdames et messieurs les walis. Il y a également d'autres commissions annexes auxquelles l'inspection du travail, dans lesquelles l'inspection du travail participe. Ce sont des commissions spécifiquement dédiées au contrôle de la mise en œuvre des instructions données notamment par Monsieur le Premier ministre dans son instruction, je crois, du 4 juin particulier, mais dans le cadre de l'activité quotidienne, puisque l'inspection du travail également est concernée dans une partie de son personnel par la mise en congé exceptionnel payé, bien entendu. Donc, il y a eu gestion de cette crise à travers une procédure que nous avons saluée et dictée par Monsieur l'inspecteur général du travail, consistant à programmer l'activité des inspecteurs du travail par roulement. Donc, pour nous, les 50%, c'est pratiquement une activité hebdomadaire pour 50% et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a eu continuité des services publics au sein de l'inspection du travail. Nous avons bien entendu appliqué à la lettre la mesure du congé exceptionnel, notamment pour les femmes enceintes et les femmes ayant en charge des enfants de bas âge. Mais l'activité de l'inspection du travail, notamment dans son aspect conseil et assistance, ne s'est jamais arrêtée. Bien entendu, dans une atmosphère, dans un environnement très complexe. Il s'agissait surtout de veiller à la bonne santé de nos inspectrices et inspecteurs du travail en premier lieu. Donc, il y a eu centralisation sur l'aspect de l'assistance et conseil. Donc, il y a eu déplacement carrément dans certaines entreprises, notamment les grandes entreprises publiques et privées. Il y a eu transmission par le biais de la messagerie électronique et de certaines radios régionales de bulletins d'avis d'une façon continue sur le rappel des mesures de prévention à prendre en charge, s'agissant de mesures obligatoires qui s'imposent aux employeurs. Et cette action prend de l'ampleur à partir de la décision de la levée des congés exceptionnels par une bonne partie donc, des salariés, s'agissant donc d'une mesure qui pourrait éventuellement engendrer un danger pour les salariés. Il s'agissait pour les inspecteurs du travail d'accentuer, de faire beaucoup plus d'efforts pour essayer un petit peu d'accompagner la reprise, je dirais entre parenthèses, progressive des activités, notamment dans certaines entreprises publiques essentielles. Donc, il s'agissait pour nous d'aller vers cette notion d'accompagnement à travers le conseil et l'assistance. Nous avons eu énormément de dossiers, beaucoup de conflits. Nous avons eu des rassemblements de travailleurs devant le portail de l'inspection du travail. À mon niveau, nous avons 5 wilayas. La wilaya d'Annaba, Gelma, Souqharas, Skikda et Tarf. Dans les 5 wilayas, nous avons eu pratiquement chaque semaine des rassemblements de travailleurs qui n'avaient pas trouvé de solution au niveau de leur entreprise. Parce que, tout simplement, dans la plupart des cas, il n'y avait pas de représentation de travailleurs, notamment syndicale. Cela n'a pas empêché les inspecteurs du travail, et j'ai des dossiers
concrets. Moi, je les reçois, je les traite d'une façon quotidienne. Nous avons réussi à régler un certain nombre de dossiers d'entreprise par le biais de la mise en place de la formule de représentation élue pour la circonstance, en l'absence d'un syndicat, mais aussi dans certaines entreprises, carrément de réélection de section syndicale dont les mandats ont expiré. Donc, nous avons quand même contribué de façon directe à essayer d'inculquer cette culture de dialogue social dans certaines entreprises. Nous avons des cas d'entreprises publiques, d'entreprises privées et même d'entreprises mixtes et étrangères, dans lesquelles il y a eu conclusion d'accord, soit par le biais carrément d'un accord collectif soumis pour enregistrement au niveau de l'inspection du tribunal, ou carrément par le biais d'un procès verbal qui reprend un petit peu certaines mesures pour la prise en charge de la période de crise. Merci, Monsieur Kenan. Donc, la seconde question, c'est les partenaires sociaux ont-ils le droit d'audit sur les conditions sanitaires mises en place par l'employeur? L'employeur aurait-il une obligation de moyens, de résultats en matière de sécurisation du lieu de travail? Absolument. L'employeur est le premier responsable de l'aspect sécurité et santé de travail. Cela dit, il faudrait rappeler que cette responsabilité est quand même partagée. Elle implique carrément le travailleur, le salarié. Elle implique son représentant, qu'il soit syndical ou du personnel. Elle implique les différentes structures, différentes commissions paritaires d'hygiène et de sécurité. Pourquoi est-ce que le législateur a rendu responsable en le désignant de par les textes comme président de la commission paritaire d'hygiène et sécurité? C'est l'employeur qui est le président des commissions paritaires d'hygiène et sécurité, des CPHS. Ce n'est pas gratuitement, c'est pour justement garantir le résultat. Mettre les mesures, décision de la CPHS appartient donc au président de la CPHS l'ensemble des décisions prises. Donc, il est tenu par le résultat. Les représentants des travailleurs, notamment le comité de participation, peut aller vers des opérations d'audit, d'analyse. Le texte, effectivement, nous renvoie vers un texte réglementaire d'application, mais le principe est déjà prévu par les textes. Je connais personnellement des entreprises qui ont participé, de par le budget de l'entreprise, à des opérations d'audit et de filtrage qui ont impliqué des cabinets d'experts, des institutions comme l'Institut national du travail, PRP, donc Très bien. Monsieur, est-ce que vous avez important de rappeler la responsabilité de l'employeur dans ce domaine précis. Monsieur Kholesh, vous voulez rajouter quelque chose, s'il vous plaît? Pas nécessairement, mais puisque vous me sollicitez si gentiment, je préciserai seulement que la question de la responsabilité, peut-être d'ailleurs devrait-elle faire l'objet d'autres débats en d'autres circonstances. Elle n'est pas complexe, mais elle demande dans son appréhension une certaine rigueur. Je dirais seulement que si on fait, me semble-t-il, l'analyse d'ensemble de la législation en matière de sécurité au travail, et je ne suis pas un spécialiste, mais bon, forcément, de par mon intérêt pour le droit du travail, je suis obligé de m'y intéresser un peu quand même. Si on fait l'analyse globale, je dirais que c'est plus, pour répondre à la question de l'intervenant, c'est plus une obligation en termes juridiques, n'est-ce pas?
est une obligation de résultat, c'est-à-dire que l'employeur, en collaboration avec les instances habilitées, doit tout faire pour atteindre le résultat. Il doit escompter, il doit en premier lieu, évidemment, appliquer tout ce à quoi l'oblige la législation et la réglementation, mais je ne dirais pas que c'est une obligation de résultat. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce type de débat qui devrait prendre le devant. Nous sommes dans une situation tout à fait très exceptionnelle et d'urgence. On ne va pas pinailler sur ce qui est responsable, de quoi ou dire tout cela. Exactement. Nous parlons de partenariat social. Les partenaires, là où il en existe, et comme disait Rachid Kinal, là où ils n'existent pas, il faut faire en sorte qu'ils existent, donc ou dans une autre, puisqu'il en a bien parlé, eh bien, doivent veiller à collaborer de façon exceptionnelle. À situation exceptionnelle, partenariat et collaboration exceptionnelle. Dans quel objectif? Dans l'objectif que la reprise du travail, qui est désormais d'un point de vue réglementaire, seulement d'un point de vue réglementaire, seulement d'un point de vue réglementaire possible, se fasse sans qu'on ait dans les entreprises une hécatombe, sans qu'on ait de personnes atteintes, ou en tout cas le moins possible, ou qu'elles seraient gravement atteintes, ou qu'on ait enregistré des décès. Donc la réflexion, elle est apportée dans cette... Elle est dans cette logique-là. Il faut bien comprendre aujourd'hui... Parce que les solutions en rapport avec cette pandémie ne sont pas celles qui sont actuellement réglementées dans la législation et dans la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Et donc, elle appelle une collaboration et elle appelle des solutions, c'est-à-dire l'imagination de solutions tout à fait exceptionnelles et adaptées à la situation d'aujourd'hui. L'enjeu, il est là. Madame Foudat. Merci, M. Kourich. Je pense qu'il y a deux autres questions qui viennent d'être posées. En attendant une question qui revient à propos de l'interdiction de circulation entre les wilayas comme mesure de prévention du Covid-19, comment l'employeur agit vis-à-vis du personnel habitant hors wilaya, ou autrement dit, quelle est la situation du personnel concerné? Je pense que M. Rachid Kinan... Oui, nous avons... de telles situations. Vous savez, nous avons tendance à nous concentrer sur les décrets exécutifs. Je crois qu'il y en a 9 ou 10 depuis mars. 11. Mais il y a des documents très intéressants qui sont beaucoup plus riches que ces décrets exécutifs qui nous renvoient vers des solutions pratiques. Nous avons des instructions de M. le Premier ministre. Nous avons une instruction de M. le ministre de l'Habitat. Alors là, qui vont dans les détails. L'employeur est tenu, d'ailleurs, nous avons quand même ces précisions dans certains décrets, est tenu de garantir le transport du personnel. Dans le cas de figure qui ne permet pas donc aux salariés parce qu'il y a tout simplement absence de transport entre wilayas, il y a impossibilité de se déplacer. L'employeur qui ne peut pas prendre en charge le transport de son personnel ne pourrait pas réagir dans un axe d'abandon de poste ou d'absence. Donc l'employeur doit, lorsqu'il a les moyens de transporter son personnel,
et de veiller à l'occasion de ce transport, de veiller à protéger, à la protection des travailleurs à l'occasion de ces déplacements. Il y a beaucoup d'entreprises et d'administrations qui souffrent en ce moment par rapport à ce problème de transport. Mais attention, la santé prime, bien entendu. Oui. Tout à fait, tout à fait. Oui. Nos amis de Ferrovial, bienvenue. Je pense que M. Derbali Mustafa, ainsi DRH, M. Boumaaza, président de CP, ainsi que le secrétaire général du syndicat sont présents parmi nous. Donc, je les remercie de nous rejoindre et de l'intérêt qu'ils portent, je dirais, au sujet. C'est une présence quand même en force de nos amis Ferrovial. Il y a d'autres questions. Monsieur Si Dridi. vous permettez. Monsieur Dridi. Oui, mon ami. D'abord, permettez-moi de vous dire que quand vous êtes le seul, que quand vous intervenez, le son n'est pas très audible. Alors, je sais pas si on peut avoir un meilleur volume de votre côté. Et sur ensuite, sur la question dont vous venez de traiter, c'est-à-dire cette question d'interdiction du transport inter-wilaya, je ne sais pas en réalité quelle était la préoccupation de celui qui a posé la question. Voilà, quelle était sa préoccupation. Pour pouvoir lui répondre s'il y a eu... Est-ce que c'est un souci d'ordre juridique, c'est-à-dire de dire quel impact ça a sur la relation de travail, sur le fait que ce travailleur soit présent ou absent, qu'il soit rémunéré ou pas rémunéré? Est-ce que c'est ce genre de préoccupation ou bien c'est autre chose? Ça serait bien qu'il précise sa question. D'accord. Monsieur Kinan. Oui, c'est Dridi. Non, moi j'ai dit à celui qui a posé la question. Oui, on a compris. Merci. Donc, notre ami Warek pose la question du rôle du partenaire social dans les établissements publics. Oui. D'autant plus que dans la plupart des cas, il n'y a pas de CPHS. Et si elles existent, elle est souvent fictive. Par ailleurs, les comités techniques prévus par le statut général de la fonction publique n'existent pas. Quel est le rôle de l'inspection du travail dans ce sens? Malheureusement, l'inspection du travail, en règle générale, n'est pas compétente dans le contrôle des conditions de travail. Vous dites entreprise publique, en fait, ce sont les établissements, les administrations relevant donc de certains ministères en dehors du secteur économique. Effectivement, l'aspect de l'hygiène et sécurité dans la fonction publique nous échappe de par notre statut et notre compétence. Donc, en réalité, l'intervention de l'inspection du travail dans le cadre du contrôle des conditions de travail n'intervient pas dans les établissements publics et administratifs. Je suis revenue là, il y a eu une coupure et donc j'étais obligée de me reconnecter complètement. En retour, madame. Merci, monsieur. Donc, il y a une question de Merim Fedila. Donc, bonjour, à propos de l'interdiction de circulation entre les wilayas comme mesure préventive du Covid, comment l'employeur agit vis-à-vis du personnel habitant hors wilaya, ou autrement dit, quelle est la situation du personnel concerné? On vient d'intervenir par rapport à excusez-moi, donc il y a eu toutes les réponses donc sur ce qui existe sur le... Bon, par rapport à professeur Polish, c'est-à-dire situé, il a demandé qu'on précise ce qui est demandé par rapport à cette question. Est-ce que c'est par rapport à l'employeur ou par rapport à l'employé? D'après ma pratique professionnelle, si je peux me permettre, je pense que la question, c'est de dire, est-ce que les salariés qui habitent hors wilaya, donc qui sont sur les wilayas limitrophes éventuellement, et donc qui ne peuvent pas se rendre au travail, est-ce qu'ils sont mis
quelle serait leur situation administrative vis-à-vis de l'entreprise, s'ils ne peuvent pas, rejoindre l'entreprise. Et il y a une autre question qui vient en plus pour ceux qui ont leur véhicule personnel. Donc la question se pose à un double niveau. Ceux qui sont transportés habituellement, donc pour lesquels il y a le transport du personnel, et ceux qui ont donc leur propre véhicule, vu le fait qu'il y a interdiction de passer d'une wilaya à l'autre, que doit faire l'employeur par rapport à la situation administrative de ses salariés. Ah, d'accord, oui, oui. Voilà. Oui, Monsieur Dridi. Oui. Oui, Ouais. bon, la question posée ainsi m'inspire la réponse suivante, n'est-ce pas? Nous sommes dans une situation où le salarié n'est pas responsable du fait qu'il ne peut pas être présent sur son lieu de travail et l'employeur non plus n'est pas de son côté responsable du fait que le travailleur n'a pas pu se rendre à son lieu de travail. Donc, il y a finalement un travailleur qui est dans une situation où il ne peut pas fournir sa prestation de travail en raison d'une mesure prise par un tiers, puisqu'ici c'est une mesure qui relève d'un texte réglementaire. Donc, dans le principe, le travailleur peut être considéré en absence qui est tout à fait excusé parce que l'employeur, on connaît parfaitement la raison et elle est même indépendante de la volonté du salarié comme de celle de l'employeur. Donc, elle peut être considérée comme une absence disons, justifiée. Pour autant, en droit, une absence justifiée n'est pas nécessairement une absence rémunérée, puisque le travailleur ne fournit pas de prestations pendant la durée de cette absence. Il n'y a rien qui obligerait l'employeur à rémunérer une prestation qui n'a pas pu se faire et sans que cela soit de la responsabilité de l'employeur. Et cela, puisque nous parlons de partenariat social, c'est là que, éventuellement, les partenaires sociaux, s'il en existait, pourraient discuter de ces situations quand elles se présentent et de dire si, malgré la règle que je viens de rappeler ainsi, et bien, si malgré tout, ce travailleur pourrait recevoir un minimum de rémunération. Mais ce n'est pas la loi, évidemment. Et qu'est-ce que vous pourriez ajouter, M. Kenan? Moi, je dirais à mon cher Ansardine qu'il y a plusieurs partenaires sociaux quand même qui activent. Hein. On les voit, on travaille avec. On pourrait dire qu'il n'y a pas suffisamment d'organisations syndicales actives dans le secteur économique au sens légal, tel que prévu par l'article 38 de la 90-14, qui donne quand même assez de pouvoir à ces structures. Mais je vous assure mon cher Ansardine, qu'il y a un nombre important de sections syndicales d'entreprises qui se donnent à fond pour essayer d'aller vers des arrangements, des solutions avec des employeurs et des dirigeants que je considère, moi, honnêtes, soucieux de la préservation de l'emploi et du maintien du salaire, ou du moins d'une partie du salaire. Ce sont des cas d'exemple que nous sommes en train de traiter tous les jours. Et vous avez dans la plateforme certains qui sont en train de nous suivre. Pas loin de ce matin, je reçois un accord collectif d'une entreprise qui emploie 500 travailleurs dans le secteur de la construction, qui a quand même réussi
à trouver des solutions avec là, le syndicat d'entreprise, bien que son existence est étalée sur plusieurs wilayas dans notre pays. Il y a donc plusieurs chantiers, plusieurs lieux de travail. Ça nous a pris beaucoup de temps au niveau de l'inspection du travail de Annaba pour déjà réunir les partenaires. Et ils se sont donc réunis plusieurs fois. Ils sont arrivés le 7 juillet à trouver une plateforme d'entente. Nous avons reçu ce matin un procès-verbal détaillé et c'est un résultat. Et c'est ce que nous voulons sur le terrain. Il faudrait que les syndicats puissent aller vers des solutions pratiques. Je vous assure que l'inspection du travail est en train de faire des efforts pour apporter l'accompagnement nécessaire parce que, comme vous l'avez dit, c'est une question d'effort de par les partenaires sociaux, que ce soit au niveau de l'entreprise, employeur ou représentant travailleur. Il s'agit d'aller vers des solutions pratiques. Je vous rappellerai, Sardine, cette histoire de règlement intérieur. Vous savez que nous recevons très souvent des règlements intérieurs pour approbation. Et malheureusement, quand on va vers le chapitre hygiène et sécurité, c'est le chapitre le plus pauvre dans le document. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, dans son instruction, M. le Premier ministre a recommandé ou a instruit les entreprises à mettre à jour les règlements intérieurs dans leur aspect santé et sécurité au travail. Aujourd'hui, l'inspection du travail est en train de préparer un guide pour aider ces entreprises à revoir le règlement intérieur pour asseoir des règles spécifiques dans le cadre d'hygiène et sécurité d'une part et surtout pour prendre en charge la prévention contre le Covid-19. Merci. Justement, ce qui est important aujourd'hui pour l'ensemble des partenaires entendus au sens large, il faut vraiment consacrer le dialogue social. On est dans une situation inédite, on est dans une situation exceptionnelle. Et aujourd'hui, c'est vraiment les partenaires sociaux doivent se mettre ensemble pour trouver les solutions les plus idoines pour à la fois organiser un équilibre entre la protection des salariés et la préservation de l'emploi à travers l'entreprise. Madame Fidel. Tu voulais rajouter quelque chose Oui, je voudrais, enfin, plutôt une idée générale. C'est pour dire, dans la question dont nous discutons, je voulais seulement qu'il soit, et il a bien fait d'ailleurs, Rachid Kinan, je voudrais qu'il soit bien souligné que pour qu'on fasse une bonne transaction, pour que les bases d'un dialogue social, suppose qu'on sache de part et d'autre d'abord qu'est-ce qui m'est dû par voie légale ou réglementaire. Moi, c'est ça que je voulais souligner. Oui, tout à fait. Est-ce que nous ne pouvons pas me rendre au travail du fait d'une mesure prise par le gouvernement? Cela me donne le droit de ne pas travailler, de garder ma rémunération ou pas? J'ai répondu non. Bon. Et ensuite, une fois qu'on a fait la part de ce à quoi j'ai droit en référence à un texte légal ou réglementaire, le reste, comme le disait Rachid, relève de la négociation, relève de la discussion pour trouver la solution qui est dans l'intérêt des deux parties. Mais sur ce sujet précisément, il y a en réalité un problème. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que déjà dans le décret exécutif 2070, son article 16, le gouvernement avait annoncé des mesures de compensation des préjudices éventuellement subis par les entreprises. N'est-ce pas? Oui. Donc oui. Le gouvernement avait parfaitement conscience à ce moment-là que les mesures qu'il prend vont occasionner des préjudices à l'entreprise.
et peut-être par ricochet d'ailleurs, aux travailleurs, n'est-ce pas? Et parmi lesquels celles dont nous venons de discuter, c'est-à-dire le fait que, évidemment, vous interdisez le transport et que les travailleurs ne puissent pas se rendre à leur lieu de travail et les conséquences que cela entraîne. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, à moins que je ne sois pas bien informé, il ne me semble pas ni quelle est la nature de ce préjudice, quelle est son étendue, et comptons compenser l'État. Pour l'instant, c'est une disposition dans un texte réglementaire et il ne me semble pas que l'on sache à ce jour ce que l'État entend prendre en charge comme préjudice. Et est-ce que cela va inclure les rémunérations qui ont été servies par les entreprises à des travailleurs qui n'ont pas fourni de prestations? Parce que si ces compensations finalement ne se faisaient pas, eh bien, évidemment, on va dire que c'est très facile pour le gouvernement d'être généreux avec à l'égard des travailleurs, mais avec l'argent de l'entreprise. Oui. Superman Nasserdine, dans le Conseil des ministres d'hier, oui. la première instruction de M. le Président étant celle de mettre en place en urgence une commission, justement, qui est chargée d'évaluer les incidences négatives enregistrées par les entreprises, à laquelle va siéger des organisations syndicales, les opérateurs économiques et bien entendu le représentant du gouvernement. Alors, nous attendrons pour voir. Voilà. Alors, Madame Melika Fernand pose la question des sujets contacts. Lorsqu'il y a dans l'entreprise donc un cas de Covid et qu'il y a des sujets contacts, que faut-il faire? Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut les mettre en congé de maladie alors qu'ils ne sont pas malades? Est-ce qu'ils vont être pris en charge par la CNAM? Madame Fouda, il faut appeler le médecin. Hein. Là, voilà, c'est la question. Donc, ça, c'est donc Madame Melika Fernand est médecin du travail. Hein. Donc à l'EPH de Ruiba, et elle pose cette question-là en disant qu'il y a un véritable problème par rapport à ces différents cas. Elle dit donc on ne devrait pas pénaliser un travailleur contact d'un cas Covid s'il s'agit d'un contact professionnel ou extra-professionnel. Donc que faut-il faire? Que faut-il faire lorsqu'il y a des sujets contacts, donc il y a un cas avéré de Covid, et que les sujets contacts, que faut-il faire par rapport aux sujets contacts? Est-ce qu'ils doivent continuer à travailler? Est-ce qu'ils doivent être isolés, donc mis en quarantaine chez eux? Quelles sont les procédures à suivre? La question qui est posée. Moi, ce que je dirais tout simplement, c'est d'appliquer à la lettre les consignes des structures compétentes en matière médicale. Ouais. Il y a danger sur la santé des travailleurs. Oui. Il faut prendre les mesures nécessaires, telles que préconisées par les commissions locales compétentes en la matière. Alors, d'autres questions? Alors, Madame donc Habiba. Alors, Madame Habiba Sarrour, donc, qui est consultante RH indépendante. Effectivement, donc il s'agit d'une absence. Alors la question, c'est par rapport à l'absence justifiée ou non justifiée, mais involontaire. Donc par rapport à ce problème d'interwilaya, l'employé est ni responsable de l'absence ni de la raison de l'absence. C'est une décision prise par le gouvernement pour des forces majeures. Je dirais que le salaire doit être maintenu ou au moins versé à 50%. Et donc, effectivement, il s'agit d'une absence justifiée mais involontaire. On avait répondu, madame. C'est ce qu'elle dit hein, elle-même. Elle répond en fait à sa propre question. Hein. Ah d'accord, parce qu'on avait répondu. Alors, j'ai encore un problème de connexion apparemment. Non, ça va. Tout va bien, madame Fouda. Sur cette question, nous avions dit que c'était... Enfin, moi, je considérais que c'est une absence qui est justifiée, mais qui n'est pas nécessairement rémunérée. Et sauf si il en a été convenu autrement entre partenaires sociaux. Oui. Et à savoir à quel taux, comme disait Rachid Kinan,
à quel taux elle serait rémunérée. Oui. Ce n'est pas forcément le maintien de la rémunération. Bien sûr. Je pense, si vous permettez, professeur, Oui. on revient à l'évidence qu'il faut impérativement mettre en place les partenaires sociaux. Je ne sais pas si Rachid, vous Je vous partagez. vais dire, Monsieur Dridi, il est essentiel que les parties dans l'entreprise prennent leurs responsabilités. Absolument, On n'a absolument. pas de solution, on n'a pas de réponse dans la réglementation à toutes ces questions. La législation algérienne renvoie plusieurs aspects dans la gestion des relations individuelles et collectives à la discussion, au dialogue social et à la prise de décision entre les deux parties. C'est ça la négociation. Sans oublier l'aspect du dialogue social dont relève la notion de la participation des travailleurs par le biais de leur comité de participation. C'est vrai que peut-être que pour certains, ce CP n'existe pas, mais chez nous, à l'inspection du travail, nous avons plusieurs entreprises dotées de comités de participation. Nous relevons de temps en temps l'infraction de l'employeur à travers des obstacles à l'exercice de la mission de la participation. L'inspection du travail informée prend immédiatement les mesures nécessaires. Ce sont des infractions à la loi, pris en charge par le droit pénal du travail, donc sanctionnés. Nous avons saisi les parquets, plusieurs parquets de la République au sujet d'infractions qui toucheraient aux obstacles à ce type d'attribution et de mission de représentation. Je rappellerai, entre parenthèses, que les travailleurs qui ne peuvent pas mettre en place les structures de représentation par décision unilatérale d'empêchement de l'employeur doivent nécessairement saisir l'inspection du travail. On doit nous informer sur ces situations d'obstacles, d'empêchement de création de représentation syndicale, d'empêchement de création de comités de participation. L'inspection du travail essaye de toucher un nombre d'entreprises, mais on ne peut pas, évidemment, être présent dans toutes les entreprises. Alors, à ce sujet, nous invitons l'ensemble, et notamment les salariés qui ne disposent pas de syndicats, à saisir l'inspection du travail pour leur permettre justement de jouir de ce droit qui est un droit, rappelons-le, fondamental de par les textes de la loi 90-11. La représentation du personnel, le dialogue social, ce sont des droits qui sont exactement similaires aux droits au salaire, aux droits au congé, aux droits aux prestations sociales, etc. Donc, il faudrait encourager un petit peu cette culture de négociation, mettre en place les structures, essayer d'accompagner les deux parties pour aller vers un véritable dialogue social interne, pour pouvoir trouver des solutions à des questions telles que ces questions-là que nous sommes en train de lire sur notre plateforme. Donc, il n'y a pas de réponse à un certain nombre de questions qui auraient dû être traitées au niveau de l'entreprise dans le cadre du dialogue social. Absolument. C'est clair. Enfin, c'est beaucoup, Monsieur Kinan. Je pense que, si vous permettez, d'ailleurs, Monsieur le Président de la République, dans sa dernière intervention lors de la conférence de l'OIT, il a même insisté sur le dialogue social. Quand vous l'avez si bien dit maintenant, je pense qu'il est important et impératif aux employeurs de se pencher sur cet aspect qui régule beaucoup de choses. Peut-être s'il y avait tout ça, les inspections de travail n'auraient pas été, je dirais, n'auraient pas reçu beaucoup de questions qui devaient être réglées au sein de l'entreprise. oui. Si vous permettez, tout de même, pour ne pas faire de la question de ce qu'on appelle le dialogue social la panacée, bien sûr que c'est important
C'est important en Algérie, c'est important partout dans le monde, pour des raisons que nous n'allons pas expliquer ici. Peut-être qu'il y aura d'autres occasions. Mais néanmoins, ce que je voulais dire, que sur le sujet dont nous discutons, ça dépend de la matière dont nous traitons. Si nous traitons de la question sanitaire, de l'hygiène, de la sécurité, de la santé au travail, je ne sais pas ce qu'on pense à Rachid Finane, ou d'autres d'ailleurs, parmi les participants qui nous font l'honneur de nous suivre et qui sont invisibles pour nous. Mais pour ma part, sur la question, je disais donc, de la santé au travail, c'est la marge du dialogue social est nécessairement limitée. Ce n'est pas une matière à dialogue social. Nous avons une législation qui est développée, elle s'appuie pour son application sur une réglementation qui est détaillée et assez développée, encore qu'elle est appelée à évoluer davantage, à être complétée, à être précisée sur certaines questions, à être modernisée. Je suis bien d'accord, mais comme nous le disions tout à fait au départ, là nous avions un certain nombre de mesures qui sont à prendre sous la responsabilité du chef d'entreprise et de ses collaborateurs pour assurer la sécurité des travailleurs, pour veiller à leur santé, sans qu'il y ait à parler de dialogue social déjà. Si le dialogue social doit venir en complément pour dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, parce que nous allons prendre des arrangements, comment sensibiliser les travailleurs, comment les amener à comprendre la situation, comment leur transmettre l'information en rapport avec cette épouvantable épidémie, comment les associer, comment on essaie d'associer toute la population algérienne pour que les mesures du gouvernement soient efficaces. Donc, comment déjà associer en entreprise la population de l'entreprise, donc les travailleurs et les travailleurs, pour que les mesures prises par le chef d'entreprise soient efficaces, oui, mais donc, ça serait celle-là la part du dialogue social. Mais avant tout, c'est une responsabilité de l'employeur, par des décisions unilatérales, comme les lui impose la loi et comme les lui impose la réglementation. Exactement. Il y a en fait, si vous permettez rapidement, deux volets. En fait, le dialogue social devient un mécanisme qui permet aux travailleurs d'être impliqués dans le contrôle et la mise en œuvre des solutions liées à la législation santé et sécurité au travail. Il s'agit de lois, il s'agit de textes réglementaires opposables qu'on ne négocie pas. Donc, il n'y a pas lieu de négocier la réglementation santé et sécurité au travail. Mais en fait, les textes du BIT, notamment certaines conventions fondamentales sur la santé et sécurité au travail, renvoient la notion du dialogue social à la santé et sécurité au travail à travers l'implication des représentants des travailleurs sur certaines questions telles que la CPHS. Donc, il y a la réglementation qui il y a le travail qui contrôle l'application de ces dispositions et qui met en œuvre les mesures d'accompagnement, d'assistance et également de sanctions. Mais il y a aussi cette notion d'impliquer les travailleurs parce qu'il y a cette responsabilité. Comme vous le savez, parfois on responsabilise le salarié par rapport à des circonstances d'un accident du travail. Lorsque l'employeur aurait mis en place, aurait mis en œuvre l'ensemble de ses obligations. Parfois, le salarié devient responsable de l'incident ou de l'accident. Donc, les travailleurs doivent être impliqués. Et à travers les CPHS, entre parenthèses, le dialogue social géré ou piloté par le biais de ces commissions, la mise en œuvre des mesures pratiques
en application de la législation santé et sécurité travail va être beaucoup plus pratique et faisable sous le contrôle des représentants des travailleurs et des autres partenaires. Donc, il y a la législation, la loi applicable, opposable, mais il y a aussi la notion d'impliquer les travailleurs à travers ce dialogue social dans le cadre des différentes commissions d'hygiène et sécurité. Effectivement. Et ce qui est essentiel, c'est que les commissions d'hygiène et sécurité, les commissions paritaires d'hygiène et sécurité vont intervenir dans un cadre inédit. Dans la logique, on a donc santé, sécurité au travail à travers un certain nombre de mesures à prendre au niveau de l'entreprise et qui sont, dans la plupart des cas, liées à des conditions de travail et donc à des équipements de protection individuelle. Alors, le principe à la base, c'est celui-là. Et les commissions ont toujours travaillé dans ce cadre-là, en fonction des compétences disponibles, en fonction des possibilités. Elles ont travaillé dans ce cadre-là en identifiant soit techniquement, soit juste comme ça par rapport à l'activité, les nuisances qui peuvent exister au niveau de l'entreprise et en mettant les protections par rapport à ces nuisances. Aujourd'hui, on est dans un cas différent. On est dans une pandémie. Et donc, les commissions doivent redéployer leur action par rapport à un événement exceptionnel. Et comment elles peuvent donc aujourd'hui être efficaces, parce que le principe est là, c'est comment elles peuvent être efficaces en développant des actions différentes par rapport à cette pandémie et par rapport au risque qu'un ensemble de travailleurs puisse être contaminé au niveau d'un atelier de production ou là au niveau d'une administration, etc. Alors, d'autant, il faut quand même, aujourd'hui, il faut le signaler, les entreprises publiques et les multinationales, il n'y en a pas beaucoup. L'essentiel du tissu aujourd'hui est composé, comme le disait tout à l'heure M. Koresh, de PME et de TPE, qui très souvent travaillent dans des conditions d'exiguïté importantes, qui n'ont pas forcément les équipements de protection, et même basiques. Que vont-elles faire, ces entreprises, en plus des difficultés économiques et financières qu'elles doivent connaître par rapport à la baisse d'activité? La question, elle est à ce niveau-là. Et donc, vraiment, quelles que soient les fonctions, que ce soit la fonction RH, que ce soit les commissions d'hygiène et sécurité, que ce soit les employeurs, que ce soit les syndicats, ils doivent vraiment réfléchir par rapport à ces conditions inédites. Et donc, innover, trouver des solutions qui puissent à la fois préserver les salariés et les employeurs, je dirais. Hein. Tout le monde doit être préservé dans cette affaire-là. Tout à fait. Et je pense que c'est la remarque de notre amie Mme Aouichet, que je salue, qui nous suit depuis Aouichet. Oui, Aouichet Leila. Elle vous salue tous. Donc, l'urgence aujourd'hui, elle dit que c'est préserver les travailleurs. Bien sûr. C'est vraiment préserver les parties. C'est tout le monde aujourd'hui doit être préservé. Hein. On a des PDG qui ont été contaminés. On a des salariés qui ont été contaminés. L'une des questions, c'est de dire, quand quelqu'un est contaminé et qu'il ne le dit pas, qu'est-ce qu'on doit faire? L'une des questions qui a été… Donc, les gens qui cachent leur voilà. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il y a aussi une action à mener, toujours dans ce cadre-là d'hygiène sécurité, puisque l'État vient de libérer l'ensemble des laboratoires pour faire donc cette recherche du Covid. Peut-être que les entreprises, à travers les structures de médecine du travail, peuvent aujourd'hui, donc elles ont en tout cas plus de possibilités, au moins de faire passer les tests pour savoir à un temps T1, j'allais dire, si les salariés sont contaminés ou non. Oui. Si, est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr, monsieur Kolecha, allez-y. Alors, on est à 17h18, donc on a 12 minutes encore d'intervention possible. Hein. Oui.
Non, je voulais juste souligner quelque chose dont nous avions discuté en aparté. Oui, Et ça me semble important de le noter, de le relever. C'est quand le gouvernement intervient, comme il a fait avec le décret exécutif 2059, pour dire que la mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré est levée. Encore faut-il que l'entreprise puisse assurer le transport de son personnel, puisqu'il y a cette condition. Je voudrais quand même faire remarquer aux gens qui nous font l'amitié de nous suivre la chose suivante. Oui, elle est levée pour le gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'elle est obligatoirement à lever ou qu'elle est levée pour l'entreprise. Autrement dit, quand bien même le gouvernement a levé une mesure qu'il avait lui-même imposée, il se peut très bien que les partenaires sociaux qui vont se concerter à la suite de la publication de ce décret exécutif et d'une possible reprise de l'activité d'entreprise considèrent que dans le cas de leur entreprise, étant donné les caractéristiques de ces locaux, de ces espaces, des process de production, il n'est pas possible d'assurer la sécurité des travailleurs en reprenant 100% des effectifs. Il n'est pas possible d'assurer une distanciation sociale. Tout à fait. Et une situation suffisamment sécurisée. Alors, je leur dis que d'un point de vue juridique, rien ne leur interdit de reconduire ce que le gouvernement a levé comme mesure, mais de le faire par accord. C'est-à-dire, dans le cas de notre entreprise, eh bien, nous reconduisons la mesure de mise en congé de 50% du personnel, parce que pour l'instant, c'est la seule façon que nous avons d'assurer la sécurité des travailleurs, mais que nous le faisons à telle et telle condition. Notamment, comme disait Rachid Kinal, ce qu'ils ont pratiqué à l'inspection eux-mêmes et qui aurait dû être pratiqué depuis le début d'ailleurs, à savoir que ce n'est pas 50% qui travaillent et 50% qui sont en congé. C'est que les gens travaillent alternativement. Oui, bien sûr. 50%. Et quand on dit congé exceptionnel avec rémunération, je l'ai dit, je le répète, même si cela pourrait ne pas plaire à certains collègues qui ne seraient pas de cet avis, ils en ont le droit. La réglementation n'a pas dit avec maintien de la rémunération ou sans perte de rémunération. Elle a dit seulement avec rémunération. C'est-à-dire, je vous mets en congé, mais vous êtes rémunéré en conséquence. C'est-à-dire qu'il y a une rémunération différée. Ou bien, si vous travaillez alternativement, c'est-à-dire que vous êtes sur un système de travail à temps partiel. Si vous travaillez pas une semaine, sur le mois, même si cela ne correspond pas, je le sais bien, à la définition du temps partiel en droit algérien, qui est hebdomadaire. Mais sur les cycles d'un mois, vous aurez travaillé la moitié de la durée du temps. Donc, j'ai dit attention, c'est pas parce que le décret a levé la mesure qu'il faut la lever en entreprise dans tous les cas et dans toutes les situations. Il faut négocier comment la lever. Exactement. Alors, il est donc 22. Si vous permettez, Madame Foudad. Oui, Monsieur Didi, je vous en prie. Je pense qu'il y a un document qui a été publié par l'OIT. Justement, j'allais y venir. J'allais conclure avec les principes qui concernent l'entreprise. Je voulais conclure avec en tout cas les principes qui sont liés à l'entreprise. En tout, donc, juste par rapport à ce document, il faut rappeler donc l'Organisation internationale du travail a tenu durant les débuts du mois de juillet, donc les premiers 2 et les 7 et 8, des rencontres régionales et mondiales auxquelles ont assisté l'ensemble des dirigeants et notamment le président de la République algérienne, donc monsieur Tebboune, qui était présent et qui a fait une allocution également dans ce cadre-là. Et parallèlement, donc l'OIT, par rapport donc aux partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales, a préconisé 10 mesures qui seraient à prendre en charge par les organisations syndicales
je vais me permettre donc de vous lire les 6 mesures qui concernent directement, disons, les entreprises. Donc, le premier point, c'est de mettre en avant les principes du dialogue social et de la négociation collective en veillant à pérenniser la protection des travailleurs. Le deuxième point, donc, c'est de demander au gouvernement d'élaborer des directives claires et transparentes sur les types de financement disponibles et proposés donc, qui sont proposés donc à la fois aux employeurs et aux travailleurs. Le troisième point, c'est par rapport donc aux fameuses commissions donc d'hygiène sécurité, donc discuter avec les employeurs des principes fondamentaux en matière donc de sécurité, de santé, d'évaluation des risques, des mesures et d'atténuation donc des risques et de protection des travailleurs, ainsi donc que la disponibilité des équipements de protection individuelle. Le quatrième point qui est important également, c'est donc de créer des centres d'information pour lesquels les travailleurs peuvent obtenir et transmettre des informations sur ce qui se passe donc sur les lieux de travail et dans leur communauté. Le sixième point, c'est organiser, là aussi c'est un point extrêmement important, organiser des sessions de formation conjointes sur la sécurité. Monsieur Didi. Oui, oui, je suis là. Je pense que Madame Foudat. Madame Foudat, comme à son habitude, a disparu. Bon, non, ce que j'aimerais savoir, si est-ce qu'il y a des questions, dans ce cas, il faut les prioriser. Je pense, si vous permettez, professeur, si c'est en direction des participants à ce webinaire, je reviens à ce qui a été dit au départ. Si les questions, on n'a pas le temps de répondre à ces questions, nous avons le forum à la foire aux questions du site web de l'INT. Donc, ils peuvent poser ces questions. La réponse, ça se fera dans les 48 heures qui vont suivre. Nous avons des cadres qui suivent ce forum aux questions. Donc, comme ça, pour accompagner nos amis. Mais pour l'instant, M. Dédi, est-ce qu'il y a des questions qu'il faut prioriser ou est-ce que nous faisons nos commentaires? Alors, je pars à la dernière question qui a été posée. Alors, pour le travailleur qui doit assurer la continuité de son revenu pendant le confinement, qui doit assurer ça? Est-ce la CNAS ou l'employeur? C'est une question posée par Dr Fernand. Docteur Fernand Lika, médecin du travail. D'accord. Donc, la question pour le travailleur qui doit assurer son revenu pendant le confinement. Oui. Qui prend en charge? Est-ce la CNAS ou l'employeur? Alors, d'abord, commençons par dire qu'il est exclu que ce soit la CNAS, parce que les conditions dans lesquelles la CNAS intervient pour indemniser ses assurés sont évidemment définies et ne prennent pas en charge une situation de confinement, mais des situations plutôt de maladie qui entraînent un arrêt de travail, donc un empêchement de travailler et de percevoir sa rémunération habituelle. Maintenant, la question de l'employeur. Alors oui, c'est-à-dire depuis la publication du décret exécutif 20-159, il a été précisé que les personnes qui sont mises en confinement, c'est-à-dire les fameux 50%, c'est rémunéré. Et donc, pour l'instant, nous sommes obligés de comprendre que c'est rémunéré par l'employeur. La question reste entière de savoir, dans tous les cas, si l'employeur peut ou ne peut pas, en réalité, assurer cette rémunération, n'est-ce pas? Vous parlez de la santé financière de l'entreprise. Pardon? Vous parlez de la santé financière de l'entreprise.
Et oui, oui, parce que je disais tout à l'heure, c'est facile, évidemment, dans un texte réglementaire, de dire que c'est un congé exceptionnel rémunéré. Mais, mais il n'est pas sûr que pour autant que toute entreprise soit en mesure de garder la rémunération à des personnes qui ne sont pas qui ne sont pas en activité, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une autre histoire, quoi, voilà, qui commence. Une dernière question. Rachid est toujours là? Oui, oui, il est là, il est là. Une dernière question, professeur, posée par Dr Bella, Mariam. Quelle sera la position de l'employeur vis-à-vis l'absence des médecins de contrôle au niveau de la CNAS? La position de l'employeur? J'ai pas compris la question en réalité. Quelle sera la position de l'employeur vis-à-vis de l'absence des médecins de contrôle au niveau des CNAS? Et pourquoi l'employeur, c'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi l'employeur aurait à s'inquiéter de l'absence ou de la présence de médecins contrôle. Tu comprends toi ça, Rachid? Pourquoi il aurait à s'en inquiéter? Parce que pour l'employeur, lui, il a éventuellement reçu du salarié une justification d'absence sous forme d'un arrêt de travail prescrit par un médecin. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Pour justifier son absence. Et il n'a pas à s'inquiéter, enfin je ne vois pas pourquoi il s'inquiéterait que la CNAS exercerait ou n'exercerait pas son contrôle du fait de la présence ou de l'absence d'un médecin. Lui, il a reçu justification. Et la CNAS, en fonction de ses procédures, aura à indemniser ou non ce travailleur. Sinon, je ne comprends pas la question. Ouais. Je pense que Monsieur Kinan doit réactiver son. Monsieur Kinan, réactivez votre micro, s'il vous plaît. Rachid. Je peux faire comme ma ligne, je prends un tableau. Oui, je vais faire un dessin. Après, attends, En avant. je fais que pêcher. Après. J'ai presque terminé. Kinan, vous nous entendez? Apparemment, votre micro est désactivé. Activez-le, s'il vous plaît. Attention, tu tombes bien sûr. Je pense que notre ami Rachid n'arrive pas alors, à... si c'était la dernière question, et en attendant que notre ami Rachid active son micro, pour ne pas rester sur un blanc, permettez-moi, et vous m'arrêterez quand c'est nécessaire, de faire un autre commentaire. Oui, allez-y, oui, oui. Voilà, donc en rapport avec la reprise. Les enfants quelque part, j'arrive pas à comprendre. Bon, j'étais en train donc de dire que en rapport avec les mesures sanitaires, tout à l'heure j'ai développé un point, à savoir la possibilité pour une entreprise en concertation avec les représentants des travailleurs de reconduire éventuellement les congés exceptionnels ou d'organiser des cycles de travail 50%, 50%. Alors, j'ajoute qu'il reste possible pour l'entreprise, à l'occasion de ce retour au travail, non, s'il y a des enfants.
On t'entend, tu peux continuer. Hein. Oui, parce que j'entends un tas de bruit, donc j'arrive pas à me concentrer. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais j'aime pas. Donc, ça c'était une première mesure. Et les partenaires sociaux peuvent également, pour assurer un retour au travail qui soit sécurisé et progressif, pourraient aussi continuer à exploiter autant que possible le télétravail, tout en sachant aussi que ce n'est pas la panacée. De par le monde, et c'est même les chiffres aussi de l'Organisation internationale du travail, mais malheureusement, moi je n'ai pas de chiffres pour l'Algérie, on nous dit que généralement les emplois susceptibles d'être assurés en télétravail représentent autour de seulement de 18% des emplois. Donc c'est évidemment une solution pour les problèmes. Mais là où c'est possible, il faut continuer à le faire. Ensuite, il y a la possibilité maintenant, donc on a dit la mise en congé, le télétravail et toute autre forme qui permettrait un retour progressif. Mais ça, c'est dans les conditions, je dirais pas idéales, mais tout de même qui ne sont pas les conditions les plus dramatiques. Parce que jusque-là, nous n'avons pas parlé des conditions qui sont bien plus difficiles que cela, c'est-à-dire que dans le cas de nombre d'entreprises, le dialogue social sera pour négocier malheureusement les conditions qui sont liées aux difficultés dans lesquelles cette pandémie a pu mettre l'entreprise, c'est-à-dire les difficultés économiques liées à son environnement, c'est-à-dire à son approvisionnement, etc. Et dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on va négocier? Eh bien, pratiquement, on va négocier dans le cadre du décret législatif 9409 relatif à la préservation des emplois des travailleurs susceptibles de faire de façon involontaire leur emploi. C'est-à-dire, on va discuter un passage du travail à temps plein à travail à temps partiel parce que l'activité à ce stade de l'entreprise ne peut pas reprendre à 100%. Donc, comment faire travailler tous les salariés en temps partiel et les récupérer à temps partiel. Et dans des situations plus dramatiques encore, il va falloir où l'entreprise, et je pense qu'il y en a parmi les petites et moyennes entreprises, des entreprises qui ne pourront pas reprendre du tout le travail. Pour l'instant, en attendant mieux ou en attendant des aides éventuellement de l'État ou de leur banque. Et en attendant, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, on va pouvoir plutôt négocier des conditions de chômage temporaire, sachant que le chômage temporaire n'existe pas dans la législation algérienne. Il est pratiqué dans les années 90 lorsqu'il était question des restructurations d'entreprises où des accords ont été conclus pour mettre les salariés en chômage temporaire et en fixant un niveau d'indemnisation lorsque cela était possible. Mais lorsque l'entreprise est tout à fait dépourvue de moyens, ça sera on va négocier juste une suspension de la relation de travail sans rémunération du tout, en attendant un possible retour à l'activité. Donc il y a en réalité toutes ces situations-là et qui relèvent donc de la discussion, qui relèvent entreprise par entreprise du dialogue social. Et pour terminer pour ma part, j'ajouterai que à un niveau qui n'est pas celui de l'entreprise, mais qui, je dirais, ça c'est un niveau national, il s'agirait pour les partenaires sociaux, c'est-à-dire organisations syndicales des travailleurs et organisations syndicales patronales, en fait, de s'entendre pour saisir le gouvernement de ce qu'il faut faire évoluer dans le futur, justement. C'est-à-dire
d'évaluer la situation actuelle et de dire justement par rapport à ce que nous venons de dire, la réglementation du télétravail, la réglementation du chômage temporaire, et situations qui ont été révélées par ce que nous connaissons aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être proposé au gouvernement si une telle situation devrait, dans une forme ou dans une autre, nous ne souhaitons pas bien sûr, mais nul n'est à l'abri pourrait se produire un jour. Voilà. Très bien, merci. Monsieur Kinan, vous avez quelque chose à rajouter, s'il vous plaît, avant la clôture? Bien sûr, beaucoup de choses, mais nous avons quelques petites minutes uniquement. Moi, je voudrais tout simplement revenir à l'intitulé de notre séance. On parle du rôle du partenaire social et syndical des travailleurs dans la gestion de cette crise de pandémie. Il s'agit d'abord d'encourager toutes les actions possibles et imaginaires au sein même de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses à faire dans le cadre du dialogue social. Quand on parle de dialogue social, on ne doit pas oublier que la première revendication syndicale, c'est de respecter et d'appliquer la loi. L'inspection du travail est bien entendu présente pour donner l'appui nécessaire à l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de santé et sécurité du travail. Il y a urgence dans la prise en charge de la santé du travailleur, et c'est vrai, mais il faudrait également assurer aux travailleurs leur salaire et leur emploi. Ce sont deux problématiques qui sont posées outre-mer, dans les plus grands pays du monde. Nous sommes en train de vivre les premières crises liées à cette pandémie dans le monde du travail. Je ne sais pas, Inch'Allah, ça ne sera pas le cas, mais on peut aller vers d'autres situations encore plus complexes. On ne parle pas aujourd'hui de restrictions ou de compression de personnel, de licenciement, mais peut-être ça va venir avec l'évolution des choses. Alors préparons-nous dans l'entreprise, Monsieur le DRH, Madame ou Monsieur le DRH, le représentant du syndicat, les membres du comité de participation, accompagner des inspecteurs du travail territorialement compétents pour s'asseoir autour d'une table, voir les problèmes de l'entreprise, parce qu'il s'agit d'aller vers des solutions spécifiques particulières. La législation s'applique dans toutes les entreprises, mais les solutions diffèrent d'une entreprise à une autre. Il va falloir donc encourager les partenaires à aller au devant de la scène pour discuter un petit peu des solutions possibles et parler éventuellement de certaines situations. Ben là qu'on va y arriver, attention, hein. Oui. Il y a un danger sur les emplois, donc il faut préparer le terrain. Le syndicat doit s'appuyer, en plus de la législation, sur la notion, entre parenthèses, de la solidarité. La solidarité, parce qu'on est dans une situation critique, il faudrait qu'il y ait cette notion de solidarité entre travailleurs, au sein de l'entreprise avec l'employeur et entre l'ensemble des acteurs concernés par cette pandémie. Je terminerai par le rappel de la formation en matière de santé et sécurité au travail, surtout dans cette situation de crise. Nous avons énormément d'institutions spécialisées, notre chère École nationale du travail, l'IMPRP. Il y a beaucoup de moyens qui peuvent être mis en place par ces institutions pour aider les travailleurs et leurs représentants à au moins pour avoir des enseignements spécifiques, sachant qu'il s'agit d'une obligation encore là pour revenir à la réglementation. Tous les travailleurs sans exception sur la santé et sécurité du travail est une obligation, est un droit
en même temps. Beaucoup, Monsieur Kinan. Monsieur Dridi. Bah, à mon tour, moi aussi, je tiens tout d'abord à remercier les intervenants, Monsieur Kinan, professeur Polish, vous-même, pour l'animation de ce webinaire. Donc, comme je l'ai déjà dit, nous restons à l'écoute. Nous avons le forum en question de l'INT auquel nous pouvons accompagner avec l'ensemble des employeurs et aussi les partenaires sociaux. Comme dit le vieux dicton français, nul n'est parfait et nul ne détient le savoir. Donc, je pense que nous avons un vivier d'experts qui peut répondre à pas mal de questions. Donc, je remercie encore une fois, même ceux qui sont partisans, qui sont à l'écoute, qui nous suivent. Je leur rends hommage parce qu'ils ont toujours été fidèles et ils ont répondu ils répondent à l'appel de l'INT. Donc, par là même, donc je ne terminerai sans remercier mes partenaires, à leur tête, Louis Jafar, la team Légal Doctrine, pour ce nouveau partenariat. On va faire du chemin ensemble pour l'intérêt je dirais, on assumera nos missions de service public en direction du secteur public ou du secteur socio-économique algérien. Merci, Monsieur David. Merci, Monsieur David. Donc, on remercie l'ensemble des participants, les contributeurs, bien sûr. Pour les questions pour lesquelles nous n'avons pas donné de réponse, donc la fac de l'INT donc y répondra. Et on vous espère nombreux sur le futur webinar donc, qui se déroulera donc le lundi prochain. Et merci. Au revoir, messieurs. Au revoir, madame. À la prochaine.